Autrefois, chez les Grecs, même les dieux pratiquaient la course à pied, le lancer de javelot, la lutte, et les plus grands philosophes ne dédaignaient pas de remporter le premier prix. Faites du sport, pas la guerre. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques ramenaient provisoirement la paix entre les cités grecques. Près de 45 000 spectateurs suivaient le souffle coupé l'exploit de leurs champions en tenue très légère. Quel dommage que les femmes aient été privées du spectacle. Avec Galilée, suivez-nous au pas de course sur le stade d'Olympie, la cité sacrée, et découvrez les dessous des Jeux Olympiques de l'Antiquité. En Grèce, au sud-ouest d'Athènes, dans le Péloponnèse, se trouve le sanctuaire d'Olympie. C'est ici que sont nés les Jeux Olympiques, en 776 avant Jésus-Christ. Sous l'Antiquité, la Grèce est constituée de nombreuses cités qui ne cessent de se faire la guerre. Il n'y a que les Jeux Olympiques, uniques et sacrés, qui ont le formidable pouvoir d'imposer la trêve et de réunir tous les Grecs, quelle que soit leur cité. Aujourd'hui, tous les pays du monde participent aux Jeux Olympiques, qui sont devenus le plus grand rassemblement sportif et humain de la planète. Cependant, dans l'Antiquité, Olympie n'avait rien à voir avec un village olympique. C'était un sanctuaire habité par des prêtres de Zeus qui recevaient tous les 4 ans des athlètes venus de la Grèce entière. Retour vers le passé. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le fleuve Alphée et son affluent le Cladéos coulaient plus près du sanctuaire. Au centre du site se trouvait l'Altis, une enceinte sacrée qui regroupait tous les bâtiments religieux. Le plus grand était le temple de Zeus, le dieu des dieux. Les édifices propres à l'exercice du sport étaient tous à l'extérieur de l'Altis. Au nord, le stade et l'hippodrome. Au sud, le gymnase et la palestre consacrée au sport de combat. Et à côté, étaient situés les bâtiments qui accueillaient les participants. Ce sont les 2 cours d'eau, l'Alphée et le Cladéos, qui ont failli avoir raison du sanctuaire d'Olympie. Pendant des siècles, leurs alluvions ont recouvert saison après saison, sous plus de 7 mètres, le stade, la palestre et tous les édifices religieux. Et puis il y eut une série de tremblements de terre et un glissement de terrain du mont Kronion. Pendant 600 ans, le lieu a été oublié. Plus personne n'y vivait. Ce n'est qu'en 1829 que des archéologues français ont commencé les fouilles. Dès les premières recherches, on exhume des quantités impressionnantes de statues représentant des dieux et des athlètes. Toutes exaltent la beauté du corps humain. Cette statue représente Poséidon qui lance un trident. Sa posture est exactement celle d'un lanceur de javelot, et cela n'est pas du tout accidentel. Non seulement les Grecs étaient persuadés que leur dieu pratiquait l'athlétisme, mais en plus, ils se sentaient obligés d'imiter leur exemple. À Olympie, il ne s'agit donc pas de sport comme nous l'entendons aujourd'hui, mais de concours en l'honneur des dieux. Car ici, tout le monde partage le même idéal religieux. La trêve était imposée par le sanctuaire et ses prêtres, qui pourtant n'avaient aucun pouvoir politique. Imaginez que pendant 1000 ans, la trêve n'a été rompue que 3 fois. Le principe fondamental d'Olympie était donc respecté. Une atmosphère de fraternité et de paix devait l'emporter sur tous les conflits, chaque fois que les Jeux commençaient. Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas dansés devant des écoliers. Balancer dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, c'est mon seul temps. À Olympie, toutes les cérémonies étaient dédiées à Zeus, le père des Jeux Olympiques. Ici s'élevait son temple. Il était ceint d'une galerie, comportant 6 colonnes de façade et 13 de côté.
Il était fermé par des murs en marbre blanc. Et sur le fronton étaient représentés Zeus et des demi-dieux dans une course de chars. À l'intérieur trônait une des 7 merveilles du monde antique, à l'égal du colosse de Rhodes. Une immense statue de Zeus, faite d'or et d'ivoire, malheureusement détruite par un incendie. C'est ici que les juges remettaient les prix aux vainqueurs. Il s'agissait d'une simple couronne d'olivier sauvage. C'était rien et tout à la fois. Après 3 victoires, le champion avait le droit d'ériger sa propre statue près du temple de Zeus. On comptait à Olympie près de 3000 statues d'athlètes. Elles étaient regroupées autour de la plus grande d'entre elles, qui trônait sur ce socle situé à l'entrée de l'agora, une immense galerie où tout le monde se retrouvait. Cette sculpture, la victoire ailée, était dédiée aux vainqueurs des Jeux. N'importe quel homme libre et de sang grec pouvait participer aux Jeux et accéder à la victoire, car l'éducation physique faisait partie intégrante de l'enseignement. Par contre, les femmes en étaient exclues. L'éducation était obligatoire pour tous les citoyens grecs. Ils n'allaient pas seulement au gymnase ou à la palestre pour pratiquer l'athlétisme, mais aussi pour y apprendre la musique, la poésie, la danse, les mathématiques et la philosophie. L'enseignement combinait éducation sportive et intellectuelle. Même les philosophes participaient aux compétitions olympiques. D'ailleurs, Platon a été champion de lutte. Vous savez qu'en lutte, on ne cherche pas à faire mal. On ne doit pas aller à l'encontre de toutes les articulations, contrairement à d'autres disciplines. On doit accompagner son adversaire dans la chute. On ne doit pas le lâcher comme ça, comme une bête. C'est un des plus vieux sports du monde parce que c'était le premier sport qui était pratiqué dans les arènes. C'était le combat, tout simplement, à nu. Et on connaît les hommes, on a toujours envie d'être le plus fort, d'exhiber notre corps. Et c'est peut-être ce qui s'est ressenti dans la Grèce antique. La lutte, comme les autres sports de combat, avait lieu dans la palestre. Son sol était recouvert de sable. La piste centrale formait un patio, entouré d'une galerie de colonnes, qui abritait les vestiaires et les salles pour les ablutions. Par un petit temple, les athlètes accédaient au gymnase, dont la piste couverte permettait de pratiquer le saut en longueur. Comme la lutte, la course fait partie des plus anciennes épreuves des Jeux. Devant l'entrée du stade se trouvaient 16 statues de Zeus érigées aux frais des tricheurs. Mais l'argent que leur avaient coûté ces statues n'était rien comparé aux inscriptions infamantes sur les stèles. Celles-ci mentionnaient le nom du tricheur, mais aussi celui de ses parents, de ses grands-parents, de sa ville, ainsi que les raisons de sa tricherie. Mais il faut dire qu'en 12 siècles, il n'y eut que 16 cas de tricheurs. À l'époque, les athlètes, les juges et les officiels empruntaient ce tunnel pour déboucher sur la piste du stade. 45 000 spectateurs les attendaient sur ces talus d'herbe. Seuls les juges bénéficiaient d'une tribune de pierre. Face à eux se dressait la déesse Déméter, la seule femme admise dans le stade. En bord de piste, des rigoles faisaient circuler l'eau afin de permettre aux spectateurs et aux sportifs de se rafraîchir. Enfin, la piste longue de 192 mètres était délimitée par des plots de départ et d'arrivée. À côté du stade se trouvait l'hippodrome, réservé aux courses de chars. Elles prirent une toute autre ampleur avec la participation des Romains aux Jeux à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ.
Mais petit à petit, ils en modifièrent l'esprit. L'empereur Néron était venu 3 fois à Olympie pour participer aux épreuves de course. À chaque fois, il perdit, mais jamais il n'accepta ses défaites et il décida, malgré tout, de s'attribuer la victoire. Et à partir de là, l'esprit des jeux commença à se pervertir. Quelques siècles plus tard, à la fin de l'Empire romain, le christianisme devient religion d'État, y compris en Grèce. Les chrétiens construisent une église sur le site et les Jeux olympiques sont interdits. Ils sont jugés païens et licencieux car les statues comme les athlètes étaient nus. Ce corps, synonyme de perfection et de beauté pour les Grecs, devient pour les chrétiens l'image de ce qui est mortel, de ce qui se décompose. Pour eux, seule l'âme a de la valeur. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que renaissent les Jeux olympiques. C'est en 1896 que les premiers Jeux modernes ont lieu sous l'impulsion de Pierre de Coubertin à Athènes devant 70 000 spectateurs. Aujourd'hui, on compte plus de 200 épreuves sportives. Les femmes y participent à partir de 1900 et des épreuves d'hiver sont instaurées en 1924. Ce qui reste aujourd'hui des Jeux n'est plus qu'une imitation de leur idéal. À présent, les Jeux olympiques sont une gigantesque organisation, la plus importante du monde, mais leur caractère a beaucoup changé. Le professionnalisme n'était pas aussi répandu et la notion de record qui n'existait pas à Olympie est devenue un véritable danger pour la vie humaine, car elle transforme les athlètes en machines. Mais avant tout, c'est la commercialisation à outrance et l'argent qui déforment l'esprit des Jeux. Atlanta, Paris, Rome, Moscou, les villes des 4 coins du monde accueillent désormais les Jeux. Le sanctuaire d'Olympie, lui, ne demeure plus qu'un lieu de mémoire, visité chaque année par plus de 400 000 touristes, qui y cherchent encore un idéal de désintéressement, le culte du corps, l'esprit des Grecs de l'Antiquité.